Le garçon vit cloué à son fauteuil, craignant le moindre contact. Mais la jeune fille modeste a vu en lui quelque chose que personne ne voyait. Entre larmes et courage, elle lui a appris à croire. Et ensemble, ils ont découvert que l'amour peut aussi guérir. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Le regard à travers le mur était le seul luxe qu'Hélène s'autorisait. Elle avait 17 ans et le poids du monde sur ses épaules frêles, de celles qui portent des responsabilités trop tôt. Chaque jour, pendant la récréation, au collège public Élise Moreau, elle se faufilait jusqu'à ce coin oublié de la cour, où un vieux mur plein de fissures séparait deux univers qui n'auraient jamais dû se rencontrer. D'un côté, le sol en béton ciré et les murs tagués du collège. De l'autre, un jardin qui semblait tout droit sorti d'un film étranger. Ce fut un après-midi de mars, lorsque la chaleur de Paris accablait même les plus résistants, qu'Hélène le vit pour la première fois. Le garçon de l'hôtel particulier était à l'ombre d'un arbre différent de tous ceux qu'elle avait vus en personne. Elle découvrirait plus tard que c'était un cerisier japonais, importé spécialement pour décorer ce coin privilégié de Neuilly-sur-Seine. Hélène ajusta les lunettes rafistolées avec du ruban adhésif sur le bout de son nez et retint sa respiration. Le garçon devait avoir à peu près son âge, mais il paraissait si éloigné de la réalité qu'elle connaissait qu'il aurait très bien pu venir d'une autre planète. Il était dans un fauteuil roulant électrique, de ceux qui coûtent plus cher que la maison où elle vivait avec sa mère et ses deux jeunes frères. Le garçon miracle, comme les gens du quartier l'appelaient, fils de Richard Lefebvre, propriétaire de Lefebvre Corp, l'une des plus grandes entreprises de technologie du pays. Tout le monde connaissait l'histoire, ou du moins la version qui circulait dans les journaux et dans la bouche des commères. L'héritier qui avait survécu à un terrible accident, mais avait perdu l'usage de ses jambes. Un miracle, disait-il, un miracle millionnaire. Hélène, cependant, voyait au-delà de ce que les gens racontaient. Il y avait quelque chose dans le regard perdu de ce garçon, quelque chose qu'elle reconnaissait bien. C'était le même regard qu'elle voyait dans le miroir chaque matin. Le regard de celui qui porte des questions sans réponse. La sonnerie retentit, annonçant la fin de la récréation, mais Hélène resta immobile à observer. C'est alors qu'il tourna le visage dans sa direction, comme s'il pouvait sentir qu'il était observé. Pendant un instant, une fraction de seconde, leurs regards se croisèrent à travers les fissures du mur. Il n'y eut ni signe de la main ni sourire, juste une reconnaissance silencieuse qu'ils existaient tous les deux de part et d'autre de cette barrière de béton. Hélène retourna en classe le cœur battant, sans comprendre pourquoi cette rencontre l'avait autant affectée. Peut-être parce que, pour la première fois, elle avait senti qu'elle n'était pas la seule à être perdue dans un monde qui ne semblait pas fait pour elle. Elle portait dans la poche usée de son jean le seul objet de valeur qu'elle possédait, un vieil enregistreur analogique qui avait appartenu à son grand-père maternel, Joseph, un homme qu'elle avait à peine connu, mais dont l'absence était une présence constante chez elle. Il avait mystérieusement disparu 7 ans plus tôt, peu de temps après avoir commencé à travailler comme comptable à la Fondation Aube Nouvelle, une institution créée par la famille Lefebvre après l'accident de leur fils. L'enregistreur était plus qu'un objet, c'était un héritage, un talisman. Hélène l'emportait partout, enregistrant des sons, des conversations, des bribes de vie qu'elle trouvait sur son chemin. C'était sa façon de donner un sens au chaos, de préserver des souvenirs dans un monde où tout semblait si éphémère. Ce soir-là, alors qu'elle a aidé sa mère à préparer le dîner dans leur appartement exigu de 2 chambres dans la Cité des Fleurs, Hélène ne parvenait pas à chasser de son esprit l'image du garçon en fauteuil roulant. « Maman, tu as déjà vu le fils des Lefebvre de près ?» demanda-t-elle, en coupant des oignons sur la planche à découper en bois usé. Madame Marthe, une femme d'une 40aine d'années avec des rides précoces et des mains calleuses de celle qui faisait la lessive pour d'autres, soupira profondément. « Cette famille ne se mélange pas avec des gens comme nous, ma fille. C'est un autre monde. » Hélène insista. Mais que lui est-il vraiment arrivé? Tout le monde parle de cet accident, mais personne ne sait vraiment. Sa mère arrêta de remuer la marmite de haricots et regarda sa fille avec une expression qui mêlait inquiétude et avertissement. « Laisse ça, Hélène. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas remuer. » Quelque chose dans le ton de sa mère éveilla encore plus la curiosité d'Hélène. C'était comme s'il y avait un non-dit, un secret qui flottait dans l'air de la cuisine avec l'odeur de la nourriture. « Ça a un rapport avec grand-père »
avec sa disparition? Madame Marthe laissa tomber la cuillère en bois dans l'évier avec un bruit sec. « Ne reparle plus jamais de ça, tu m'entends? »« Plus jamais !» La réaction exagérée de sa mère ne fit que confirmer ce qu'Hélène soupçonnait déjà. Il y avait un lien. Elle ne savait pas lequel, ni comment, mais son instinct la trompait rarement. Cette même nuit, après que tout le monde se fut endormi, Hélène s'enferma dans la salle de bain et sortit l'enregistreur de sa poche. C'était son rituel particulier, presque sacré. Réécouter les enregistrements de la journée, cataloguer mentalement les sons, les conversations, les impressions. Parfois, elle trouvait des détails qu'elle n'avait pas remarqués au moment de l'enregistrement, comme si le vieil appareil captait plus que ses propres oreilles. Elle appuya sur le bouton de lecture. Entre les grésillements et la statique, elle entendit les sons familiers du collège, des conversations de camarades, le bruit du réfectoire, des professeurs expliquant des matières qu'elle maîtrisait déjà. Hélène avait toujours été une élève exemplaire, de celles qui étudient par elles-mêmes, parce qu'elles savent que la connaissance est la seule porte de sortie possible. C'est alors que, entre deux pistes, elle capta quelque chose qu'elle ne se souvenait pas d'avoir enregistré. Une conversation, des voix d'adultes, graves, parlant à voix basse. Elle ajusta le volume et approcha l'enregistreur de son oreille. Si la fille parle, l'histoire du garçon s'effondre aussi. Hélène sentit un frisson parcourir son échine. La voix était inconnue, mais le ton était sans équivoque. Quelqu'un de puissant, quelqu'un habitué à donner des ordres. Le genre de personne qui fréquentait l'hôtel particulier à côté du collège. Elle rembobina la cassette plusieurs fois, essayant de capter plus d'informations, mais l'enregistrement était fragmenté. Seule cette phrase flottait, claire comme du cristal au milieu du bruit statique. Quelle fille, quelle histoire! Et qu'est-ce que cela avait à voir avec le garçon de l'hôtel particulier? Les questions s'accumulaient dans son esprit agité, mais Hélène savait qu'elle ne trouverait pas de réponse là, dans la salle de bain exiguë de son appartement. Elle devait aller plus loin. Elle devait, d'une manière ou d'une autre, franchir le mur qui séparait son monde du sien. Les jours suivants, Hélène développa une nouvelle routine. Elle se mit à observer l'hôtel particulier des Lefebvre sous tous les angles possibles. De face, où un imposant portail en fer gardait l'entrée principale. De l'arrière, où le mur du collège rejoignait la propriété. Et même de l'arrêt de bus de l'avenue principale, d'où l'on pouvait voir au loin les fenêtres du deuxième étage. Au cours de ses observations, elle remarqua que le garçon, qui elle le découvrit, s'appelait Raphaël, suivait une routine stricte. Tous les après-midi, vers 16 heures, on l'emmenait dans le jardin de derrière où il restait sous le cerisier pendant environ 1 heure. Toujours seul, toujours immobile comme une statue dans son fauteuil roulant motorisé. Hélène nota également que le dimanche, vers 10 heures du matin, une voiture noire sortait de l'hôtel particulier emmenant Raphaël, probablement pour une sorte de thérapie ou de traitement. Et plus importante encore, elle remarqua qu'à cette même heure, le portail de derrière, celui qui donnait sur le côté du collège, était sous la surveillance d'un seul garde, qui se laissait invariablement distraire par son téléphone portable après le départ de la voiture. Ce fut un de ces dimanches qu'elle prit sa décision. Elle avait passé toute la semaine à réécouter l'enregistrement mystérieux, obsédée par la phrase qu'elle avait entendue. Si la fille parle, l'histoire du garçon s'effondre aussi. Le lien entre ces mots et la disparition de son grand-père se renforçait dans son esprit chaque jour. Hélène se réveilla tôt, enfila son meilleur jean, celui qui avait le moins de rustine, et un simple t-shirt blanc. Elle peigna ses cheveux bouclés, qu'elle gardait habituellement en une queue de cheval négligée, et mit même un peu de brillant à lèvres que sa mère lui avait offert pour son dernier anniversaire. « Je vais à la bibliothèque pour réviser mon contrôle de chimie », mentit-elle à Madame Marthe, qui préparait le petit déjeuner pour les jumeaux, ses frères de 9 ans. « Rentre avant le déjeuner, hein ?» répondit automatiquement sa mère, sans quitter des yeux la poêle où elle faisait frire des œufs. Hélène sentit une pointe de culpabilité. Elle détestait mentir à sa mère, mais elle savait que celle-ci n'approuverait jamais son plan. Et c'était un plan simple, en vérité. Elle ne ferait de mal à personne. Elle voulait juste voir le garçon de près, peut-être échanger quelques mots, comprendre pourquoi. Elle ressentait ce lien étrange avec quelqu'un qu'elle ne connaissait même pas. Elle se positionna stratégiquement dans une boulangerie près de l'hôtel particulier, commanda un simple café qu'elle pouvait à peine se payer et attendit. À 10 heures pile, comme prévu, la voiture noire sortit par les portails principaux. 15 minutes plus tard, le garde du portail de derrière était déjà distrait par un jeu sur son téléphone.
Hélène prit une profonde inspiration, ajusta l'enregistreur dans sa poche et s'approcha nonchalamment, comme quelqu'un qui ne faisait que passer. Le portail n'était pas verrouillé, juste entrouvert, une négligence qu'elle avait remarquée au cours de ses semaines d'observation. D'un mouvement rapide et discret, elle se glissa à l'intérieur de la propriété. Le jardin était encore plus impressionnant vu de l'intérieur. Une pelouse parfaitement tondue, des fleurs d'espèces qu'Hélène ne connaissait que par les magazines et de petits chemins de pierre qui serpentaient entre des parterres bien entretenus. Elle se dirigea instinctivement vers le cerisier, se cachant derrière des buissons et des statues décoratives. C'est alors qu'elle le vit. Raphaël était là, seul, comme toujours. Mais il y avait quelque chose de différent ce jour-là. Le fauteuil roulant était positionné face à un chevalet, et dans les mains du garçon, un pinceau dansait sur une toile de taille moyenne. Hélène ne pouvait pas voir ce qu'il peignait, mais elle pouvait percevoir l'intensité avec laquelle il se consacrait à cette activité. Elle s'approcha davantage, fascinée, oubliant momentanément les risques. C'est alors qu'elle marcha sur une branche sèche, qui se cassa avec un craquement. Raphaël se retourna brusquement, faisant tomber son pinceau. Ses yeux, d'un brun clair presque ambré, s'écarquillèrent de peur. L'expression sur son visage était de pure terreur, comme s'il s'attendait à ce que quelque chose de terrible se produise. « S'il vous plaît, je ne peux pas marcher. Ne me faites pas de mal. » Sa voix sortit tremblante, comme apprise par cœur, comme s'il répétait une phrase qu'il avait mémorisée ou entendue de nombreuses fois. Hélène se figea sur place, surprise non pas par la réaction, mais par le contenu des mots. Pourquoi pensait-il qu'elle allait lui faire du mal? Qu'était-il arrivé à ce garçon pour que son premier instinct soit la peur? « Un jour, je ne vais pas te faire de mal, » dit-elle, sortant lentement de sa cachette improvisée. « Excuse-moi d'être entrée comme ça. Je m'appelle Hélène. » Raphaël la dévisagea, confus. Ce n'était clairement pas la réaction à laquelle il s'attendait. La tension dans ses épaules diminua un peu, mais la méfiance restait dans son regard. « Qu'est-ce que tu veux? Comment es-tu entrée ici? »« Par le portail de derrière, » répondit Hélène avec sincérité. Elle ne voyait aucune raison de mentir maintenant. « Je suis au collège d'à côté. Je te vois parfois, à travers la fissure du mur. » Une lueur de reconnaissance passa dans les yeux de Raphaël. « Tu es la fille qui regarde. » Hélène rougit. Elle ne s'attendait pas à avoir été remarquée lors de ses observations furtives. « Désolée pour ça aussi, » murmura-t-elle embarrassée. « J'étais juste curieuse. » À sa grande surprise, un timide sourire apparut sur les lèvres de Raphaël. C'était probablement le premier sourire sincère qu'elle voyait sur ce visage. Curieuse de quoi? Du garçon handicapé de l'hôtel particulier. L'amertume dans sa voix était palpable. Hélène secoua la tête, se sentant mal pour ce qui devait ressembler à une intrusion morbide dans sa vie privée. Ce n'est pas ça. C'est que... Elle hésita. Comment expliquer quelque chose qu'elle ne comprenait même pas complètement? Tu as l'air si... perdu? Compléta Raphaël. Hélène le regarda surprise. C'était exactement le mot qu'elle avait utilisé mentalement pour le décrire quelques jours plus tôt. Oui, perdu, comme moi. Un silence s'installa entre eux, non pas un silence inconfortable, mais un silence de reconnaissance mutuelle. Comme si un instant, ce mur invisible qui séparait leur monde avait disparu. « Tu peins bien », dit finalement Hélène, désignant la toile sur le chevalet. Raphaël haussa les épaules, un geste qui semblait vouloir minimiser l'importance de son talent. « C'est juste un passe-temps. Je n'ai pas grand-chose d'autre à faire coincé dans ce fauteuil. » Hélène s'approcha davantage, maintenant plus confiante, et regarda la peinture. C'était un paysage urbain vu de haut, avec de petits points représentant des gens, des voitures, la vie qui palpitait en bas. Mais au centre de la toile, une silhouette solitaire se détachait. Un garçon en fauteuil roulant observant tout de loin, séparé du monde par une barrière invisible. « C'est comme ça que tu te sens, » dit-elle. Ce n'était pas une question. Raphaël la dévisagea, surpris par sa perspicacité. « Comment tu sais ?» Et Hélène sourit tristement. « Parce que c'est comme ça que je me sens aussi. Mais pour des raisons différentes. » Une fois de plus, le silence se fit, chargé d'une compréhension qui n'avait pas besoin de mots. Ce fut Raphaël qui le rompit cette fois. « Tu dois partir. S'il te trouve ici, qu'est-ce qui arriverait ?» demanda Hélène, soudainement inquiète. « Je ne sais pas exactement. » Répondit Raphaël, avec une honnêteté qui les surprit tous les deux. « Mais mon père, il n'aime pas les surprises, surtout après l'accident. »
Hélène sentit que c'était le moment de prendre un risque. Elle sortit l'enregistreur de sa poche et le montra à Raphaël. Cet enregistreur appartenait à mon grand-père. Il travaillait pour la fondation Aube Nouvelle avant de disparaître. Le visage de Raphaël pâlit en entendant le nom de la fondation. « Joseph », murmura-t-il. « Le comptable, ce fut au tour d'Hélène de pâlir. « Oh, tu le connaissais ?» Raphaël secoua la tête. « Pas personnellement. Mais j'ai entendu mon père parler de lui quelquefois, toujours dans des conversations à huis clos, quand il pensait que je n'écoutais pas. » Le cœur d'Hélène s'accéléra. C'était la première piste concrète qu'elle avait sur son grand-père depuis des années. Qu'est-ce qu'il disait? Raphaël semblait mal à l'aise. Je ne me souviens pas bien. C'étaient des conversations avec des cadres de la fondation. Quelque chose à propos de résoudre le problème et assurer le silence. Les mots frappèrent Hélène comme un coup physique. Résoudre le problème. C'est ainsi que les gens puissants parlaient de gens comme elle, comme sa famille, comme des problèmes à éliminer, pas comme des êtres humains avec des droits et une dignité. À ce moment, ils entendirent un bruit. Des pas s'approchant sur le chemin de pierre. « Va-t'en » chuchota Raphaël d'urgence. Derrière ces buissons, il y a un passage qui mène au mur du collège. « Vite » Hélène ne réfléchit pas à 2 fois. Elle rangea l'enregistreur dans sa poche et courut dans la direction indiquée. Mais avant de disparaître, elle se retourna une dernière fois. « Je peux revenir ?» Raphaël hésita juste une seconde avant d'acquiescer. Jeudi, même heure, ils ont une réunion de la fondation. Hélène sourit et disparut dans la végétation quelques secondes avant qu'une femme d'âge mûr, vêtue d'un uniforme d'infirmière, n'apparaisse portant un plateau avec des médicaments. « C'est l'heure de tes médicaments, Raphaël. » Le garçon acquiesça docilement, reprenant l'expression vide qu'il arborait habituellement. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé. La fille de l'autre côté du mur avait planté une graine de doute, de curiosité, de vie, et il était impatient de la revoir. Pendant ce temps, Hélène courait pour rentrer chez elle, le cœur battant la chamade et l'esprit en ébullition. Il y avait un lien. La disparition de son grand-père, l'accident de Raphaël, la fondation Aube Nouvelle, l'enregistrement mystérieux. Tout était entrelacé d'une manière qu'elle ne comprenait pas encore totalement. Mais une chose était sûre, elle n'arrêterait pas avant de découvrir la vérité, même si cela signifiait défier des pouvoirs bien au-delà de sa compréhension, même si cela signifiait franchir ce mur encore et encore. Car pour la première fois depuis longtemps, Hélène avait trouvé quelque chose qui la faisait se sentir vivante, quelque chose qui donnait un but à son existence. Et à ce moment, alors qu'elle courait dans les rues du quartier sous le soleil du dimanche qui brillait sur sa tête, elle sentit que peut-être, juste peut-être, elle n'était plus si perdue que ça. Les jours qui suivirent la rencontre avec Raphaël furent les plus longs de la vie d'Hélène. Les cours semblaient s'éterniser. Les heures s'étiraient comme des élastiques sur le point de se rompre. Son esprit vagabondait constamment de l'autre côté du mur, vers le garçon aux yeux ambrés et au sourire timide qui, comme elle, portait des questions sans réponse. Le jeudi, Hélène eut à peine la force de se concentrer en classe. La professeure de littérature attira même son attention lorsqu'elle la surprit à regarder par la fenêtre, perdue dans ses pensées, au lieu d'analyser le poème de Paul Éluard qu'il discutait. « Hélène Leroy, si le surréalisme français ne vous intéresse pas assez, peut-être voudriez-vous partager avec la classe ce qui retient tant votre attention dehors. » Là provoqua la professeure, Madame Denise, déclenchant des ricanements de ses camarades. « Excusez-moi, madame, » murmura Hélène, sentant son visage s'empourprer. Elle ne pouvait pas dire qu'elle pensait à des hôtels particuliers, à de vieux enregistreurs, et à des secrets enterrés depuis 7 ans. Ça ne se reproduira plus. Quand la dernière sonnerie retentit, Hélène vola presque hors de la salle. Au lieu de se diriger vers l'arrêt de bus, comme d'habitude, elle fit le tour du pâté de maison et se positionna stratégiquement dans un petit café en face de l'hôtel particulier des Lefebvre. Elle demanda un verre d'eau, le seul article qu'elle pouvait consommer sans dépenser l'argent de son ticket de retour, et attendit. À 16 heures pile, plusieurs voitures de luxe commencèrent à entrer dans la propriété. Des cadres en costume, des femmes élégantes, tous avec cette posture que seul l'argent et le pouvoir confèrent. La réunion de la fondation Aube Nouvelle, exactement comme Raphaël l'avait dit. Hélène attendit 30 minutes de plus, jusqu'à être sûre que tout le monde était à l'intérieur de la demeure, avant de passer à l'action. Longeant le mur, elle arriva au portail de derrière. Il était entrouvert, comme la dernière fois.
Le garde, cependant, n'était pas distrait par son téléphone, mais parlait à quelqu'un par radio, le dos tourné au portail. Hélène hésita. C'était trop risqué. Peut-être devrait-elle revenir un autre jour. C'est alors qu'elle sentit son téléphone vibrer dans sa poche. Un message d'un numéro inconnu. Le gardien part dans 3 minutes. Boîtier électrique. Entre vite. Son cœur s'emballa. Raphaël, comment avait-il pu avoir son numéro? Pas le temps pour les questions. Hélène se cacha derrière un arbre et attendit. Exactement 3 minutes plus tard, comme le message l'avait prédit, le garde reçut un appel radio et partit précipitamment vers le fond de la propriété. Hélène ne réfléchit pas à 2 fois. Elle se glissa par le portail et courut vers les buissons les plus proches. L'adrénaline pulsait dans ses veines, un mélange de peur et d'excitation qui rendait chaque pas, chaque respiration plus intense. Elle suivit le chemin déjà connu jusqu'au cerisier où Raphaël l'attendait, son visage illuminé par un sourire qui transformait complètement ses traits. « Tu as réussi !» s'exclama-t-il, plus animé qu'Hélène ne l'avait jamais vu. « J'ai dû pirater le boîtier électrique pour créer une diversion. Mais ça a marché. » Hélène le regarda surprise. « Tu as piraté. Comment ça ?» Raphaël haussa les épaules, mais il y avait une lueur de fierté dans ses yeux. « Les gens pensent que parce que je ne peux pas marcher, je ne peux rien faire d'autre. Mais mon esprit fonctionne parfaitement. Peut-être même mieux qu'avant. » Il désigna une tablette fixée au bras de son fauteuil roulant. « J'ai accès à presque tous les systèmes de la maison grâce à ça. C'est comme ça que j'ai eu ton numéro aussi. Désolé pour l'intrusion, mais j'ai pensé que ce serait utile de pouvoir te prévenir. » Hélène était impressionnée. Le garçon, qui semblait si fragile, si perdu, avait des ressources et des compétences qu'elle n'imaginait même pas. « Tu es plein de surprises, Raphaël Lefebvre, » dit-elle en s'asseyant dans l'herbe en face de lui. « Toi aussi, Hélène Leroy, » répondit-il, prononçant son nom de famille comme s'il le savourait. « J'ai fait des recherches sur toi. J'espère que ça ne te dérange pas. Je voulais être sûr de pouvoir te faire confiance. »« Et tu peux ?» demanda Hélène, soudainement tendue. Raphaël l'étudia un instant, ses yeux perçants comme s'il pouvait voir à travers elle. « Je crois que oui. Tu n'as pas l'air du genre de personne qui en a après l'argent de ma famille, en tout cas. » Hélène sentit une pointe d'indignation. « Je n'en ai après aucun argent. Je veux juste savoir ce qui est arrivé à mon grand-père. Et moi, je veux savoir ce qui m'est vraiment arrivé, » répondit Raphaël, sa voix baissant jusqu'à un murmure. « Parce que, Hélène, plus je pense à mon accident, moins il a de sens. » Hélène se pencha en avant, intéressée. « Comment ça ?» Raphaël regarda autour de lui, s'assurant qu'ils étaient vraiment seuls avant de continuer. « L'histoire officielle, c'est que j'ai eu un accident de voiture à 10 ans. Le chauffeur a perdu le contrôle dans un virage, la voiture a fait des tonneaux, et ma moelle épinière a été touchée. Miraculeusement vivant, mais paraplégique. » Hélène acquiesça. C'était l'histoire que tout le monde connaissait. « Mais je ne me souviens pas de l'accident, » continua Raphaël. « En fait, je ne me souviens de rien de ce jour-là. Les médecins disent que c'est une amnésie traumatique, que c'est normal en cas de traumatisme sévère. Mais... » l'encouragea Hélène alors qu'il hésitait. « Mais parfois j'ai des flashs. Des rêves qui ressemblent plus à des souvenirs. Et dedans, je ne suis pas dans une voiture. Je suis dans une pièce blanche, avec des gens masqués autour. Et j'ai peur, très peur. » Ses yeux s'emplirent de larmes non versées. Et le plus étrange, dans ses rêves, je peux marcher. Un frisson parcourut l'échine d'Hélène. Elle sortit l'enregistreur de sa poche et le posa entre eux sur l'herbe. « Je crois que tu dois écouter ça. » Elle appuya sur le bouton de lecture, et la phrase qui la tourmentait depuis des jours remplit le silence entre eux. Si la fille parle, l'histoire du garçon s'effondre aussi. Raphaël pâlit visiblement. « Cette voix, tu la reconnais ?» Il acquiesça lentement. « C'est mon père. » L'estomac d'Hélène se noua. C'était exactement ce qu'elle soupçonnait, mais entendre la confirmation rendait tout plus réel, plus effrayant. « Quand as-tu enregistré ça ?» Hélène fronça les sourcils, essayant de se souvenir. « Je ne suis pas sûre. L'enregistreur s'allume parfois tout seul dans ma poche. Ça a dû être la semaine dernière, quand je suis allé livrer une commande pour ma mère près de la fondation. » Sa mère lavait et repassait le linge pour plusieurs familles riches du quartier, y compris certains cadres de la fondation Aube Nouvelle. Hélène aidait souvent aux livraisons, surtout lorsque l'argent se faisait plus rare en fin de mois. « Tu penses qu'il y a d'autres enregistrements sur cette cassette ?»
Quelque chose que ton grand-père aurait pu laisser avant d'eux. Raphaël ne termina pas sa phrase, mais l'implication était claire. Hélène n'y avait jamais pensé. Elle avait toujours utilisé l'enregistreur uniquement pour ses propres enregistrements, rembobinant la bande quand elle arrivait à la fin. Mais et s'il y avait quelque chose de plus, quelque chose de caché entre les grésillements et la statique? On peut essayer d'écouter toute la bande, suggéra-t-elle. Peut-être qu'il y a un indice. Raphaël acquiesça, une nouvelle détermination apparaissant dans son regard. Allons dans ma chambre. J'ai du matériel là-bas qui peut t'aider à filtrer l'audio, peut-être trouver des choses qu'on n'entend pas normalement. Hélène le regarda, surprise par la suggestion. Ta chambre? Ce n'est pas dangereux. Ils sont tous occupés par la réunion de la fondation. En plus, sourit-il en désignant à nouveau la tablette sur son fauteuil, je peux surveiller où se trouve chaque personne de la maison en temps réel grâce aux caméras de sécurité. Hélène hésita un instant. Entrer dans le jardin était déjà risqué. Entrer dans l'hôtel particulier était de la folie. Mais la chance de découvrir quelque chose sur son grand-père était trop forte pour y résister. D'accord. Elle finit-elle par accepter. Mais au premier signe de danger, je file. Combiné. Raphaël fit demi-tour avec son fauteuil motorisé. Suis-moi, mais reste toujours derrière moi. Il y a des caméras partout, mais je connais les angles morts. Hélène le suivit, impressionnée par l'assurance avec laquelle Raphaël naviguait dans les jardins. Il savait vraiment ce qu'il faisait. Ils arrivèrent à une porte latérale, presque cachée par des plantes grimpantes fleuries. Cette entrée mène directement à l'ascenseur de service. MS expliqua Raphaël en passant une carte magnétique devant le capteur. La porte s'ouvrit silencieusement. Elle a été installée après mon accident. Très peu de gens y ont accès. Ils entrèrent dans un couloir étroit, éclairé par des lumières automatiques qui s'allumaient à leur passage. Au fond, un petit ascenseur ressemblant plus à ceux des hôpitaux qu'à ceux des résidences attendait. « Comment as-tu eu cette carte ?» demanda Hélène alors qu'ils entraient dans l'ascenseur. « J'ai mes méthodes », répondit Raphaël avec un demi-sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Vivre dans cette prison dorée m'a appris à être créatif. L'ascenseur monta doucement jusqu'au 2e étage. Quand les portes s'ouvrirent, Hélène se retrouva dans un autre couloir, beaucoup plus large et luxueux, avec des œuvres d'art au mur, et une moquette si douce que ses pieds s'y enfonçaient à chaque pas. « Ma chambre est de la dernière à droite », chuchota Raphaël. « Allons-y vite. » Ils traversèrent le couloir presque en courant, Hélène regardant toujours par-dessus son épaule, s'attendant à tout moment à être découverte. Mais comme Raphaël l'avait dit, tout le monde semblait occupé par la réunion. Quand ils entrèrent enfin dans la chambre et fermèrent la porte, Hélène eut presque le souffle coupé. Ce n'était pas seulement une chambre, c'était un appartement entier. Un lit king size occupait le centre, mais c'était le reste de l'espace qui était vraiment impressionnant. Un mur entier d'équipements électroniques, de multiples écrans, des ordinateurs de dernière génération et des appareils qu'elle ne pouvait même pas identifier. « Waouh !» fut tout ce qu'elle réussit à dire. Raphaël observa sa réaction avec un mélange de fierté et de honte. « Mon père pense qu'il peut m'acheter avec la technologie. » Comme si ça compensait. « Compensait quoi ?» demanda Hélène quand il ne termina pas. Raphaël détourna le regard. « Rien. Allons à l'essentiel. » Et il dirigea son fauteuil vers le poste de travail principal et tendit la main. « Je peux voir l'enregistreur ?» Hélène le lui tendit, sentant un étrange pincement au cœur en se séparant de l'objet, qui était son lien le plus tangible avec son grand-père. Raphaël l'examina attentivement avant de le connecter à l'un des appareils. C'est un vieux modèle, mais il est bon. On peut extraire l'audio numériquement, sans endommager la bande originale. Pendant qu'il travaillait, Hélène observait la chambre. Malgré tout le luxe, il y avait quelque chose de profondément solitaire dans cet espace. Aucune photo d'amis, aucun objet personnel à part les équipements. Comme une cage dorée belle à voir, mais une prison tout de même. « Voilà », annonça Raphaël après quelques minutes. « J'ai transféré tout l'audio sur l'ordinateur. Maintenant, je peux appliquer des filtres, supprimer les bruits, isoler les voix. » Ses mains volaient sur le clavier avec une dextérité impressionnante. Des lignes de code apparaissaient et disparaissaient sur les écrans. « Tu t'y connais vraiment », commenta Hélène, admirative. « Quand tu passes la plupart de ton temps seul, tu apprends des choses pour rester sain d'esprit. » Il y avait une amertume mal dissimulée dans sa voix. « Ah, écoute ça. »
Il augmenta le volume, et la voix du père de Raphaël emplit la pièce bien plus claire que sur l'enregistreur original. Le rapport financier de la fondation doit être impeccable. Si la fille parle, l'histoire du garçon s'effondre aussi. Sommes-nous bien d'accord, Serge? Une seconde voix répondit, grave et professionnelle. Parfaitement, monsieur Lefebvre. Nous ferons le nécessaire pour garantir une discrétion totale. Raphaël et Hélène échangèrent des regards tendus. Il y avait quelque chose de profondément sinistre dans cette conversation apparemment banale. « Je vais avancer la bande », dit Raphaël, la voix tremblante. « Voir s'il y a autre chose. » Pendant près d'une heure, ils écoutèrent des fragments de conversation, la plupart sans importance apparente. Hélène récitant des formules de chimie pour un contrôle, des conversations de couloir au collège, le bruit du bus sur le trajet du retour. Jusqu'à ce que... Attends, dit soudainement Raphaël en mettant la lecture en pause. Reviens un peu en arrière. Il ajusta l'audio, filtrant encore plus le bruit de fond. Et alors, clair comme le jour, une voix surgit des grésillements. Message 7, Joseph. Si quelque chose m'arrive, la vérité se trouve là où tout a commencé. Souviens-toi des initiales, PX02. Ce qu'ils ont fait à ces enfants, ô fils de cet homme, ne peut rester impuni. Hélène couvrit sa bouche de ses mains, des larmes montant à ses yeux. C'est la voix de grand-père. L'enregistrement continua. Hélène, ma petite fille, si par hasard tu entends ceci un jour, pardonne-moi de ne pas avoir été plus courageux, de ne pas avoir parlé quand j'aurais dû. Il y a des vérités enfouies qui doivent être révélées, mais le prix est trop élevé. Garde cet enregistreur. Un jour, il te mènera aux réponses. Je t'ai... Le message fut brusquement coupé. Hélène eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Son grand-père savait. Il savait que quelque chose pouvait lui arriver, et il lui avait laissé un message, un indice. PX02, murmura Raphaël en fronçant les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Hélène secoua la tête tout aussi confuse. Je n'en ai aucune idée. Il a dit que la vérité se trouve là où tout a commencé. Où tout a commencé pour qui? Pour lui? Pour la fondation? Pour moi? Chuchota Raphaël, une prise de conscience se dessinant sur son visage. PX02 est le code du projet X, Expérience 02. J'ai déjà vu ce code dans les fichiers de mon père. Hélène le dévisagea incrédule. Comment sais-tu ça? Oh, parce que je pirate régulièrement le système de la fondation, admit-il. J'ai commencé à le faire il y a environ 2 ans, quand j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose qui clochait dans mon histoire. PX était un projet expérimental de traitement neurologique que la Fondation finançait secrètement. Traitement pourquoi? Raphaël hésita, comme s'il rassemblait son courage. Pour potentialiser les capacités cérébrales chez les enfants, augmenter l'intelligence, la mémoire, les capacités cognitives avancées. Du moins, c'est ce que disaient les documents que j'ai réussi à consulter. Hélène sentit un froid dans le dos. Tu penses que j'ai été l'un des cobayes? Oui, de plus en plus. Ses yeux s'emplirent de larmes. Et je pense que je n'ai pas été le seul. À ce moment, la tablette sur son fauteuil émit une alerte silencieuse. Raphaël la vérifia rapidement, son visage pâlissant. La réunion est terminée. Ils viennent par ici. Hélène sentit la panique monter dans sa poitrine. Tel que ici, Marixon. Qu'est-ce que moi qui en fait? Raphaël tapa rapidement sur son ordinateur, sauvegardant tout ce qu'ils avaient découvert sur une clé USB, qu'il lui tendit. Tu dois partir d'ici, maintenant. Mais et toi? Ça ira, assura-t-il, bien qu'il n'ait pas l'air très convaincu. Ce n'est pas la première fois que je mens à mon père. Hélène hésita, mais savait qu'elle n'avait pas le choix. Si elle était prise ici, non seulement elle serait en danger, mais elle mettrait aussi Raphaël dans une situation impossible. Comment je sors d'ici? Raphaël désigna une porte presque imperceptible dans le coin de la chambre. Passage de service. Ça donne sur un escalier qui mène au fond de la propriété. Cours et ne te retourne pas. Hélène prit la clé USB et son enregistreur, les rangeant soigneusement. Elle était sur le point de partir quand Raphaël l'appela. Hélène, elle se retourna. Le garçon qui semblait si fragile, si perdu quand elle l'avait vu pour la première fois, la regardait maintenant avec une détermination qui transformait complètement son visage. « Tu vas revenir, n'est-ce pas ?» Il y avait une pointe de supplication dans sa voix. Hélène sourit malgré la peur. « Je reviendrai, promis. » Et puis elle partit en courant, descendant les escaliers de service aussi silencieusement que possible,
le cœur martelant contre sa poitrine. Quand elle atteignit enfin le jardin puis le portail de derrière, le soleil commençait déjà à se coucher, peignant le ciel de Paris de tons orange et rouge qui semblaient un présage. Tandis qu'elle courait vers l'arrêt de bus, Hélène ne pouvait s'empêcher de penser à l'enregistrement. Son grand-père avait laissé un message, un indice, et maintenant, elle et Raphaël avaient un code, PXBA02. La vérité commençait à émerger, et elle était plus sombre que ce qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Des enfants utilisés comme cobayes, des accidents simulés, des disparitions. Une toile de mensonges impliquant des gens puissants, des gens capables de tout pour protéger leurs secrets. Hélène monta dans le bus avec le sentiment d'avoir franchi un point de non-retour. Il ne s'agissait plus seulement de découvrir ce qui était arrivé à son grand-père. Il s'agissait de justice, de donner une voix à ceux qui avaient été réduits au silence. Et tandis que le bus avançait dans les rues embouteillées de la ville, une nouvelle détermination grandissait en elle. Peu importait la puissance de ses adversaires, peu importait le danger du chemin, Hélène trouverait la vérité. Pour son grand-père, pour Raphaël, et pour tous les autres enfants qui auraient pu être victimes du mystérieux projet X. En arrivant chez elle, Hélène trouva sa mère dans la cuisine, préparant le dîner avec les quelques ingrédients qui restèrent de la semaine. Madame Marthe leva les yeux de la casserole, et Hélène remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. Les yeux de sa mère étaient rouges, comme si elle avait pleuré. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé ?» Madame Marthe tenta de sourire, mais le résultat fut une expression tendue qui ne tromperait personne. « Rien, ma fille. »« Juste fatiguée. » Hélène n'y crut pas une seconde, mais elle savait qu'il ne servirait à rien d'insister. Sa mère était trop forte, trop fière pour admettre que quelque chose la dérangeait. Alors, elle hocha simplement la tête et alla aider à mettre la table pour les jumeaux, qui jouaient dans le minuscule salon. Pendant le dîner, cependant, Hélène remarqua que sa mère touchait à peine à sa nourriture, remuant son riz et ses haricots sans vraiment manger. Et de temps en temps, Madame Marthe jetait des regards inquiets à sa fille, comme si elle voulait dire quelque chose, mais ne trouvait pas les mots. Ce n'est qu'après que les garçons furent couchés qu'Hélène confronta à nouveau sa mère. « Quelqu'un t'ennuie, maman ? Un problème avec les livraisons ?» Madame Marthe soupira profondément, paraissant soudainement bien plus âgée que ses 40 et quelques années. « Hélène, tu es allée à la bibliothèque pour réviser tous les jours ?» La question prit Hélène par surprise. Elle sentit une pointe de culpabilité d'avoir menti, mais garda son sang-froid. « Oui, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui j'ai reçu un appel d'un homme de la fondation Aube Nouvelle. » La voix de Madame Marthe trembla légèrement. « Il a dit qu'il s'inquiétait pour toi, qu'il t'avait vu rôder autour de leur propriété. Il voulait savoir ce que tu cherchais. » Le sang d'Hélène se glaça. « Et qu'est-ce que tu as dit ?»« J'ai dit qu'il devait se tromper, que ma fille passait ses après-midi à étudier. » Madame Marthe serra les mains d'Hélène avec force. « S'il te plaît, dis-moi que je n'ai pas menti, Hélène. Dis-moi que tu ne te mêles pas de ces gens-là. » Hélène sentit le poids de l'enregistreur dans sa poche, la clé USB que Raphaël lui avait donnée, cachée dans sa chaussette. Comment pouvait-elle mentir en regardant sa mère dans les yeux? Mais comment pouvait-elle dire la vérité et risquer de l'impliquer dans quelque chose qui pourrait être dangereux? « Maman, » commença-t-elle. « Incertaine. C'est à cause de ton grand-père, n'est-ce pas ?» l'interrompit Madame Marthe, des larmes coulant maintenant librement sur son visage fatigué. « Tu n'as toujours pas renoncé à chercher des réponses. » Hélène acquiesça lentement. « Tu m'as toujours dit qu'il était simplement parti, qu'il nous avait abandonnés, mais je n'y ai jamais cru. Grand-père n'aurait jamais fait ça. Et maintenant, j'ai des preuves que quelque chose lui est arrivé, quelque chose lié à la fondation. » Madame Marthe se couvrit le visage de ses mains, sanglotant doucement. « Je savais que ce jour arriverait. Je savais que tu n'abandonnerais pas. » « Tu sais quelque chose, n'est-ce pas ?» demanda Hélène gentiment, tenant les mains de sa mère. « S'il te plaît, maman, j'ai besoin de savoir la vérité. » Madame Marthe essuya ses larmes avec le dos de ses mains calleuses et regarda profondément dans les yeux de sa fille. « Ton grand-père était un homme bon, Hélène, honnête jusqu'au bout des ongles. Quand il a commencé à travailler pour la Fondation, il était si heureux. Le salaire était bon. Il pouvait enfin nous aider après la mort de ta grand-mère. » Hélène acquiesça. Ça, elle le savait déjà. Mais après quelques mois, il a commencé à changer. Il était agité, inquiet. Il rentrait à la maison et s'enfermait dans sa chambre, prenant des notes, écoutant des enregistrements. Madame Marthe marqua une pause, comme si elle revivait ses jours.
Un jour, il est venu me voir. Il a dit qu'il avait découvert quelque chose de terrible à la fondation, quelque chose qui impliquait des enfants. Il a dit qu'il allait dénoncer, qu'il allait tout dire à la police. Hélène sentit un froid dans le dos. Et alors moi, le lendemain matin, il avait disparu. La police a dit qu'il s'était enfui avec l'argent de la fondation, que c'était un voleur. La voix de Madame Marthe s'emplit d'amertume. Je savais que c'était un mensonge. Ton grand-père n'aurait jamais volé un centime à personne. Mais qui allait me croire contre la parole du puissant Richard Lefebvre? Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ça avant? Demanda Hélène blessée. Pour te protéger. Madame Marthe serra les mains de sa fille avec force. Ils m'ont menacé, Hélène. Ils ont dit que si je répandais des mensonges, la même chose m'arriverait. Ou pire, à toi et tes frères. J'avais 3 jeunes enfants à élever seul. Que pouvais-je faire? Hélène ressentit un mélange de compassion et de colère. Compassion pour sa mère, qui portait ce fardeau seule depuis tant d'années. Colère contre les hommes qui avaient détruit sa famille et restaient impunis. Maintenant, je comprends pourquoi tu ne voulais pas que je m'approche d'eux, dit Hélène à voix basse. Mais maman, je ne peux pas simplement oublier. Pas maintenant que je sais que grand-père essayait de faire ce qui était juste. Madame Marthe secoua la tête, le désespoir évident dans ses yeux. Hélène, ces gens sont dangereux. Ils ont de l'argent, du pouvoir, des relations. S'ils découvrent ce que tu fais, ils l'ont déjà découvert. L'interrompit doucement Hélène. L'appel que tu as reçu aujourd'hui le prouve. Ils ont un œil sur moi. Un lourd silence s'installa entre elles. Madame Marthe semblait vieillir à chaque seconde, le poids de 7 années de peur et de secrets refaisant enfin surface. « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» demanda-t-elle finalement, sa voix à peine un murmure. Hélène hésita. Elle ne voulait pas mentir à sa mère, pas encore. Mais elle ne voulait pas non plus l'impliquer plus qu'elle ne l'était déjà. « Je ne sais pas encore, » répondit-elle honnêtement. « Mais je dois continuer, maman. Pour grand-père. » Et elle pensa à Raphaël, à ses yeux effrayés, à sa demande désespérée qu'elle revienne. Et pour d'autres personnes qui pourraient être en danger. Madame Marthe ferma les yeux un long moment. Quand elle les rouvrit, il y avait là une résolution qu'Hélène voyait rarement. « Ton grand-père serait fier de toi, tu sais, » dit-elle avec un sourire triste. « Tu as la même obstination que lui, la même détermination. » Hélène lui rendit son sourire, sentant les larmes lui brûler les yeux. « Promets-moi juste une chose, » continua Madame Marthe, prenant le visage de sa fille entre ses mains. « Promets-moi que tu feras attention, que tu ne prendras pas de risques inutiles, et que si les choses deviennent trop dangereuses, tu arrêteras et me diras tout. »« Et promise !» répondit Hélène, serrant sa mère fort dans ses bras. Cette nuit-là, allongée dans son lit dans la chambre qu'elle partageait avec les jumeaux, Hélène ne parvint pas à dormir. Son cerveau tournait à plein régime, essayant de relier toutes les pièces du puzzle. Son grand-père avait découvert quelque chose sur le projet X, quelque chose lié à des enfants, possiblement des cobayes comme Raphaël, et c'était si grave qu'il avait été réduit au silence avant de pouvoir le dénoncer. Maintenant, elle et Raphaël avaient un code, PX02, et une mission, découvrir la vérité, et aussi douloureuse soit-elle. Hélène sortit la clé USB de sa cachette dans sa chaussette et la contempla dans l'obscurité de la chambre. Elle avait besoin d'un ordinateur pour accéder aux fichiers. Celui du collège était hors de question, trop exposé, trop risqué. Elle n'avait pas d'argent pour un cybercafé. C'est alors qu'elle se souvint de Léo, un camarade de classe qui travaillait à temps partiel comme assistant informatique à la fondation. Léo était calme, réservé, mais toujours gentil. Et plus important encore, il avait accès à des ordinateurs et potentiellement à des informations qui pourraient être utiles. Demain, décida Hélène en fermant enfin les yeux. Demain, elle parlerait à Léo. C'était risqué de faire confiance à quelqu'un d'autre, mais elle n'avait pas le choix. La vérité était de plus en plus proche et elle ne pouvait pas reculer maintenant. Pas alors que son grand-père avait donné sa vie pour la révéler. Le lendemain matin apporta avec lui un ciel chargé de nuages gris qui promettait une tempête. Hélène ne pouvait s'empêcher de penser que c'était un présage, comme si l'univers lui-même annonçait que quelque chose était sur le point de changer. En marchant dans les couloirs bondés du collège, son regard scrutait la foule à la recherche de Léo. Le garçon n'était pas difficile à repérer. Grand et mince, avec des lunettes à monture épaisse et un éternel sweat à capuche noire, Léo s'asseyait toujours au fond de la classe, absorbé dans son propre monde de codes et d'algorithmes. C'était le genre de personne qui passait inaperçue la plupart du temps.
exactement ce dont Hélène avait besoin maintenant. « Salut, Léo. » Tal aborda Hélène pendant la récréation, alors que le garçon s'isolait dans un coin de la cour avec son ordinateur portable usé. « Je peux te parler 1 minute ?» Léo leva les yeux de l'écran surpris. Hélène Leroy n'était pas le genre de personne qui engageait habituellement la conversation avec lui. « Bien sûr, » répondit-il en fermant son ordinateur. « Un problème avec le devoir de biologie ?» Hélène secoua la tête, regardant autour d'elle pour s'assurer que personne ne les observait. Elle baissa la voix. « En fait, j'ai besoin d'aide pour quelque chose. De différent. Quelque chose lié à la fondation où tu travailles. » Le visage de Léo changea instantanément. L'expression décontractée fit place à un masque de prudence. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » dit-il en commençant à ranger son ordinateur dans son sac à dos. Hélène lui attrapa doucement le bras. « S'il te plaît, Léo, c'est important. Ça concerne mon grand-père et d'autres personnes qui pourraient être en danger. » Quelque chose dans les yeux d'Hélène dut convaincre le garçon, car après un long moment d'hésitation, il soupira profondément. « Pas ici, » murmura-t-il. « Retrouve-moi à la bibliothèque après les cours. Section des livres anciens. Personne n'y va. » Hélène acquiesça, ressentant un mélange de soulagement et d'appréhension. Léo savait quelque chose, c'était clair. Mais quoi exactement? Les cours de la journée s'éternisèrent comme jamais. Hélène pouvait à peine se concentrer sur les exercices de mathématiques ou l'analyse de textes de français. Son esprit était à des kilomètres de là, perdu entre des codes mystérieux, de vieux enregistrements, et le visage effrayé de Raphaël lui demandant de revenir. Quand la dernière sonnerie retentit enfin, Hélène se rendit directement à la bibliothèque. Comme Léo l'avait dit, la section des livres anciens était complètement vide, avec des rangées et des rangées d'encyclopédies poussiéreuses que personne ne consultait plus à l'ère d'Internet. Léo était déjà là, assis à une table cachée entre 2 hautes étagères, son ordinateur portable ouvert devant lui. « Tu as 5 minutes, » dit-il dès qu'Hélène s'approcha. « Après ça, je ferai comme si cette conversation n'avait jamais eu lieu. » Hélène acquiesça en s'asseyant en face de lui. Il n'y avait pas de temps à perdre. Mon grand-père, Joseph Leroy, travaillait comme comptable à la Fondation Aube Nouvelle avant de disparaître il y a 7 ans. Le visage de Léo resta impassible, mais quelque chose dans ses yeux changea. Il a laissé un code, PX02. Je sais que c'est lié à une sorte de projet expérimental impliquant des enfants. Et je sais que Raphaël Lefebvre, le fils du fondateur, pourrait avoir été l'un des cobayes. Léo resta complètement immobile pendant quelques secondes, comme s'il traitait l'information. Puis, sans un mot, il tourna son ordinateur portable pour que l'écran soit face à Hélène. « Comment as-tu eu ça ?» demanda-t-il à voix basse. Sur l'écran, un programme d'analyse audio montrait la forme d'onde de l'enregistrement qu'Hélène avait découvert sur l'enregistreur de son grand-père. « Tu m'as espionné ?» demanda Hélène indignée. Léo secoua la tête. « Pas exactement. J'ai un scanner qui détecte les transferts de données non autorisés sur le réseau de l'hôtel particulier. Hier soir, il a capté une exportation audio des serveurs personnels de Raphaël. » Hélène sentit son sang se glacer. « Tu travailles pour la sécurité de la Fondation ?»« Non, » répondit Léo avec une lueur étrange dans le regard. « Je travaille pour moi-même. » Avant qu'Hélène ne puisse comprendre ce que cela signifiait, Léo continua. « Ton grand-père n'a pas été le seul à disparaître, tu sais. Au cours des 10 dernières années, au moins 7 employés de la Fondation ont disparu sans laisser de traces. Tous avaient accès à des informations sur le projet X. » Hélène déglutit avec difficulté, sentant sa gorge soudainement sèche. « Qu'est-ce que c'est exactement, ce projet ?» Léo regarda à nouveau autour de lui, puis baissa encore plus la voix, se penchant sur la table. Officiellement, un programme de recherche neurologique pour aider les enfants ayant des troubles cognitifs. En réalité, une expérience pour augmenter artificiellement les capacités cérébrales. « Comme la superintelligence ?» demanda Hélène incrédule. « Quelque chose comme ça », confirma Léo. « Mais les résultats ont été inconstants. Certains enfants ont développé des capacités impressionnantes. D'autres ont subi des effets secondaires dévastateurs. Paralysie, cécité, psychose. » Hélène sentit un frisson parcourir son échine. « Et Raphaël, le fils du patron ?» Léo eut un rire amer. « C'est l'expérience la plus réussie. Et la plus tragique. Qu'est-ce que veux-tu dire ?» « Raphaël n'a pas eu d'accident de voiture, Hélène.
C'est une histoire inventée pour couvrir ce qui s'est réellement passé. C'était un enfant normal jusqu'à ses 10 ans, quand son père l'a inclus dans le programme sans que sa mère le sache. Le traitement a fonctionné. Son QI a grimpé en flèche, sa capacité de traitement mental est devenue presque surhumaine. Mais il y a eu des effets secondaires. La paralysie, murmura Hélène, les pièces commençant à s'assembler. Exactement. La moelle épinière a été touchée. Et le pire, il a commencé à avoir des flashs de mémoire de ce qu'on lui avait fait, des souvenirs que son père a tout fait pour supprimer. Hélène pensa aux rêves que Raphaël avait mentionnés, aux souvenirs fragmentés qui n'avaient aucun sens avec l'histoire officielle. « Comment sais-tu tout ça ?» demanda-t-elle finalement. Le regard de Léo se durcit, parce que mon petit frère a aussi été un cobaye. Daniel. Le nom frappa Hélène comme un coup de poing. Daniel, le stagiaire mentionné dans la prémisse de l'histoire qu'elle avait reçue. Il va bien ?» Léo détourna le regard, et Hélène y vit de la douleur, une douleur ancienne et profonde. Daniel n'a pas survécu au traitement. Il a eu un effondrement neurologique total. Ils ont dit que c'était une réaction allergique à un médicament. Mais je savais que c'était un mensonge. J'ai trouvé un emploi à la fondation pour découvrir la vérité. Yabintaba. Sais-tu la découverte? En partie. Je sais que le projet était dirigé par le docteur Xavier Lambert, un neuroscientifique brillant mais peu scrupuleux. Je sais qu'ils ont utilisé au moins 20 enfants comme cobayes, beaucoup issus de familles pauvres, qui croyaient donner à leurs enfants accès à des traitements de pointe pour des problèmes d'apprentissage. Hélène eut la nausée. L'étendue de la cruauté était presque impossible à comprendre. « Et pourquoi me racontes-tu tout ça ?» demanda-t-elle finalement. Léo la fixa avec intensité. « Parce que ça fait 3 ans que j'essaie de rassembler suffisamment de preuves pour faire tomber la fondation. Sans succès. Ils sont trop puissants, trop prudents. Mais toi, tu as quelque chose que je n'ai pas. Et quoi? Talaco Perdis, l'accès à Raphaël, et il a accès à tout. Les serveurs de son père, les archives de la fondation, les dossiers médicaux. Si tu arrives à le convaincre de nous aider vraiment, on aura peut-être une chance. » Hélène hésita. Léo lui demandait d'utiliser Raphaël, d'exploiter la confiance fragile que le garçon avait placée en elle. Elle ne se sentait pas à l'aise avec ça. « Raphaël m'aide déjà, » dit-elle finalement. « Mais il est aussi une victime. Je ne veux pas le mettre encore plus en danger. Tu crois qu'il est en sécurité maintenant ?» demanda Léo avec un rire sans joie. « Hélène, ces gens feraient n'importe quoi pour garder leurs secrets enfouis, y compris sacrifier leur propre fils si nécessaire. Le seul véritable espoir de Raphaël est que la vérité éclate. » Hélène savait que Léo avait raison, mais quand même, il y avait quelque chose dans sa façon de parler, une intensité presque fébrile qui la mettait mal à l'aise. « Je dois réfléchir, » dit-elle finalement en se levant. « Et je dois parler à Raphaël. » Léo acquiesça en fermant son ordinateur portable. « Fais-le, mais sois prudente. Après ta visite d'hier, la sécurité de l'hôtel particulier a été renforcée. Ce sera beaucoup plus difficile d'entrer. »« Comment sais-tu que j'y étais hier ?» Un sourire énigmatique apparut sur les lèvres du garçon. « J'ai mes méthodes, tout comme ton ami en fauteuil roulant a les siennes. » Hélène était sur le point de partir quand Léo l'appela une dernière fois. « Hélène. » Elle se retourna. « Si tu décides d'aller de l'avant avec ça, tu auras besoin de ça. » Il lui tendit un petit appareil, pas plus grand qu'un porte-clés. C'est une clé USB spéciale. Elle peut contourner presque n'importe quel système de sécurité. Et elle contient un programme qui peut extraire des données cryptées. Hélène hésita un instant, avant d'accepter l'appareil, le rangeant soigneusement dans sa poche. « Pourquoi m'aides-tu, Léo? Vraiment ?» Les yeux du garçon s'emplirent d'une profonde tristesse, parce que quelqu'un doit rendre justice à Daniel et à tous les autres enfants, même s'il est trop tard pour les sauver. Hélène acquiesça solennellement. Ce n'était plus seulement son combat, ou celui de Raphaël, c'était aussi le combat de Léo. Et qui sait, de combien d'autres familles qui ne savaient même pas ce qui était arrivé à leurs enfants. En sortant de la bibliothèque, le ciel tint enfin sa promesse. La pluie tomba lourdement, trempant Hélène en quelques secondes, alors qu'elle courait vers l'arrêt de bus. Mais elle sentait à peine l'eau glacée. Son esprit était trop rempli d'informations, de possibilités, de plans et de craintes. Elle devait parler à Raphaël. Ils devaient décider ensemble de la prochaine étape. Mais comment entrer dans l'hôtel particulier maintenant que la sécurité était renforcée? La réponse vint sous la forme d'un message sur son téléphone, d'un numéro bloqué.
Fête de bienfaisance de la Fondation, samedi, 19 h. Tous les employés peuvent amener un accompagnant. Elle. Hélène fixa le message, surprise. Léo encore, offrant une entrée par la grande porte, littéralement. C'était risqué, absurdement risqué. Mais c'était aussi sa meilleure chance. Elle avait besoin d'un plan. Et plus urgemment, elle avait besoin d'une robe. Raphaël fixait l'écran de son ordinateur, analysant les fichiers qu'il avait extraits la nuit précédente. Plus il lisait, plus il se sentait nauséeux. Le projet X était encore pire qu'il ne l'imaginait. Il ne s'agissait pas seulement d'augmenter les capacités cognitives. Il s'agissait de créer une génération de jeunes améliorés, contrôlés par la Fondation. Des jeunes dont l'esprit avait été modifié pour servir des objectifs spécifiques. Certains étaient conçus pour les mathématiques avancées, d'autres pour l'analyse stratégique, d'autres encore pour les langues. Raphaël découvrit que sa propre amélioration s'était concentrée sur l'informatique et le traitement des données, ce qui expliquait sa facilité presque surnaturelle avec les ordinateurs. Mais le coût était dévastateur. Sur les 20 participants initiaux du programme, seuls 8 avaient survécu sans dommages neurologiques permanents. 3 étaient morts. Les autres souffraient de conditions allant de la paralysie, comme la sienne, à la cécité et à la défaillance multiviscérale. Et le pire de tout, son propre père, Richard Lefebvre, non seulement avait permis cela, mais avait activement encouragé, financé et protégé le programme des yeux de la loi. Raphaël ferma les fichiers, se sentant dégoûté. Pendant des années, il avait cru être la victime d'un terrible accident. Maintenant, il savait qu'il était la victime de quelque chose de bien pire, la cupidité et l'arrogance de son propre père, qu'il avait vu non pas comme un fils, mais comme un investissement, un cobaye, une propriété à perfectionner. Sa tablette émit une alerte. La sécurité de l'hôtel particulier avait été renforcée. Nouveaux gardes, plus de caméras, des capteurs de mouvement sur le périmètre extérieur. Clairement, la visite d'Hélène avait alarmé son père. Cela rendrait beaucoup plus difficile son retour. Et Raphaël avait désespérément besoin qu'elle revienne. Non seulement pour continuer à enquêter sur le mystère du projet X, mais parce que, pour la première fois depuis des années, il avait ressenti une véritable connexion avec un autre être humain. Hélène le regardait comme une personne, pas comme le garçon miracle, l'héritier en fauteuil roulant, le pauvre fils de l'homme d'affaires prospère. C'est alors qu'il remarqua un mouvement sur l'écran qui surveillait les caméras de sécurité. Son père montait les escaliers, se dirigeant vers sa chambre. Raphaël ferma rapidement tous les fichiers du projet X et ouvrit un jeu quelconque, comme il le faisait toujours quand il devait avoir l'air occupé par quelque chose d'inoffensif. 3 coups à la porte. Toujours 3, comme si c'était une sorte de code secret entre père et fils. Entrez. Appela Raphaël, forçant un ton désinvolte. Richard Lefebvre entra dans la chambre avec l'assurance d'un homme habitué à tout contrôler. Grand, les cheveux grisonnants, soigneusement coiffés, un costume impeccable même à la maison. Ses yeux, de la même couleur ambrée que ceux de son fils, avaient une lueur calculatrice qui ne s'éteignait jamais complètement. « Comment te sens-tu aujourd'hui » demanda-t-il, avec ce ton de préoccupation feinte que Raphaël connaissait si bien. « Comme d'habitude » répondit le garçon en haussant les épaules. « Je m'ennuie » Richard acquiesça, comme s'il comprenait profondément l'ennui de son fils, bien que tous deux sachent qu'ils ne pourraient jamais vraiment comprendre. « J'ai des nouvelles. » Oun annonça-t-il en s'asseyant sur le bord du lit de Raphaël. « Le docteur Carvalho a dit que tu es prêt pour le nouveau traitement expérimental. C'est peut-être la chance que nous attendions, mon fils. » Raphaël sentit un froid dans le dos. Le docteur Carvalho était le médecin qui le suivait depuis l'accident. Un homme qu'il avait toujours trouvé étrange, avec ses petits yeux et ses mains froides. Quel genre de traitement? Une nouvelle thérapie neurale, expliqua Richard, son visage s'illuminant d'un enthousiasme presque authentique. Une stimulation directe des centres moteurs du cerveau. Le docteur dit qu'il y a une chance de récupérer un peu de mouvement dans les jambes. Raphaël étudia le visage de son père, essayant de déterminer s'il croyait vraiment ce qu'il disait ou s'il y avait une autre raison à ce traitement. Après ce qu'il avait découvert sur le projet X, il ne pouvait plus faire confiance à rien de ce qui venait de Richard Lefebvre. « Et les risques » demanda-t-il en gardant une voix neutre. Une ombre imperceptible passa sur le visage de son père. Minime, comparé aux bénéfices potentiels. Mensonge. Raphaël savait que c'était un mensonge,
rien qu'à la façon dont son père avait légèrement détourné le regard en répondant. « Je vais y réfléchir, » dit-il finalement. « Ce serait pour quand? L'idéal serait de commencer le plus tôt possible, » répondit Richard, une pointe d'urgence dans la voix. « La semaine prochaine, peut-être. » Raphaël acquiesça lentement. « Laisse-moi d'abord lire sur cette thérapie, d'accord? Tu dis toujours que je dois m'informer sur mon propre traitement. » Richard parut satisfait de la réponse. « Bien sûr, mon fils. Je vais demander au docteur Carvalho de t'envoyer la documentation. Ah, et encore une chose. » L'homme d'affaires hésita, chose rare pour un homme habituellement si affirmé. « J'ai appris que tu as eu une visiteuse hier. » Le sang de Raphaël se glaça, mais il garda une expression neutre. « Visiteuse ?» « Une fille, de l'autre côté du mur. » Il ne servait à rien de nier. Les caméras avaient certainement filmé Hélène. Elle a trébuché et est tombée dans le jardin, mentit-il avec aisance. Elle avait peur, alors on a discuté un peu avant qu'elle ne parte. Ça m'a fait du bien de parler à quelqu'un de mon âge, pour une fois. Richard étudia son fils un long moment, comme pour évaluer la véracité de ses paroles. « Je comprends ta solitude, Raphaël, » dit-il finalement, avec un soupir qui semblait presque sincère. « Mais nous devons être prudents. Tout le monde dehors n'a pas de bonnes intentions. Certaines personnes feraient n'importe quoi pour s'approcher de toi à cause de notre nom, de notre fortune. Elles ne savaient même pas qui j'étais. » Protesta Raphaël, peut-être avec un peu plus de véhémence qu'il ne le voulait. Un sourire triste apparut sur les lèvres de Richard. « Où le monde sait qui tu es, mon fils. Tu es le garçon miracle, l'héritier des Lefebvre, un symbole d'espoir. » L'ironie était si amère que Raphaël faillit rire. Un symbole d'espoir, construit sur un mensonge, un cobaye réussi, exhibé comme un trophée, quoi qu'il en soit. Continua Richard en se levant. J'ai renforcé la sécurité pour ta protection. Et Raphaël? Le garçon leva les yeux, croisant le regard perçant de son père. Si elle ou n'importe qui d'autre essaie d'entrer ici à nouveau sans autorisation, je veux que tu me préviennes immédiatement. Compris. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Raphaël acquiesça docilement, comme le fils parfait qu'il avait toujours prétendu être. Dès que la porte se referma derrière son père, Raphaël retourna à son ordinateur, tapant furieusement. Il devait découvrir ce qu'était réellement ce nouveau traitement expérimental. Et plus urgemment, il devait trouver un moyen de contacter Hélène, de la prévenir du danger. Il accéda au système de sécurité de l'hôtel particulier, cherchant tout nouveau protocole mis en place après la visite d'Hélène. Ce qu'il trouva l'alarma. Reconnaissance faciale sur les caméras extérieures avec une alerte spécifique programmée pour identifier Hélène Leroy. Son père n'avait pas perdu de temps. En fouillant les fichiers de sécurité, il remarqua quelque chose d'étrange. Quelqu'un d'autre était sur le système, observant les mêmes protocoles que lui. Au début, il pensa que ce pourrait être le chef de la sécurité, mais le mode de navigation était différent, plus sophistiqué. Un hacker, et pas un amateur. Raphaël traça l'accès, impressionné par les couches de protection que l'intrus avait mises en place. Qui que ce soit, il connaissait bien le système de la Fondation. Après plusieurs minutes de travail intense, il obtint une identification partielle. L'accès provenait d'un terminal du collège public Élise Moreau, le collège d'Hélène. Serait-ce elle? Non, Hélène était intelligente, mais n'avait pas montré ce genre de connaissances techniques avancées. Quelqu'un d'autre était impliqué. Quelqu'un du collège qui s'intéressait aussi aux secrets de la Fondation. Tandis qu'il réfléchissait à cela, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu, envoyé via une application de cryptage que Raphaël reconnut comme étant de haute sécurité. Fête de bienfaisance. Samedi. Hélène sera là. Nous devons parler de PX02 et du nouveau traitement. Elle. Qui pouvait être elle? Quelqu'un lié à Hélène, évidemment. Quelqu'un qui connaissait le projet X et le traitement que son père venait de mentionner. Quelqu'un avec des compétences techniques avancées. Raphaël sentit un frisson d'appréhension, mais aussi une lueur d'espoir. Il n'était plus seul dans cette bataille. Hélène avait trouvé un allié, et peut-être, juste peut-être, cet allié pourrait les aider à percer complètement le mystère du projet X avant qu'il ne soit trop tard. Car Raphaël savait, avec une certitude qui lui glaçait les os, que le nouveau traitement n'avait rien à voir avec le fait de le faire remarcher.
C'était quelque chose de plus sinistre, possiblement quelque chose lié aux souvenirs qui commençaient à émerger, au flash de ce qui s'était réellement passé 7 ans plus tôt. Des souvenirs qui, s'ils refaisaient surface complètement, pourraient détruire non seulement la Fondation Aube Nouvelle, mais tout l'empire que Richard Lefebvre avait si soigneusement construit. Un empire érigé sur la souffrance d'enfants innocents. Des enfants comme lui, comme le frère de Elle, qui que ce soit, et comme tant d'autres dont il devait encore découvrir les noms. Raphaël prit une profonde inspiration, prenant sa décision. Il serait prêt samedi. La fête de bienfaisance serait l'occasion parfaite. Avec des centaines d'invités circulant dans l'hôtel particulier, il serait beaucoup plus facile pour Hélène de passer inaperçue. Et avec l'aide de ce mystérieux Elle, ils auraient peut-être une réelle chance d'accéder aux fichiers les plus protégés de la Fondation. Était-ce risqué? Oui. Cela pourrait-il terriblement mal tourner? Sans aucun doute. Mais pour la première fois en 7 ans, Raphaël ressentait autre chose que l'ennui et la résignation qui avaient été ses seuls compagnons. Il ressentait de l'espoir, et c'était suffisant pour l'instant. Le samedi arriva plus vite qu'Hélène ne l'avait prévu, apportant avec lui le poids de l'attente et de la peur. L'après-midi tombait sur Paris quand elle se regarda une dernière fois dans le miroir brisé de la salle de bain, ne reconnaissant presque pas sa propre image. La robe bleu marine, prêtée par une voisine qui travaillait comme couturière, n'était ni neuve ni luxueuse, mais elle tombait parfaitement sur son corps mince. Ses cheveux bouclés, normalement attachés en une queue de cheval négligée, étaient lâchés, encadrant son visage d'une manière qui la faisait paraître plus âgée, plus sérieuse. « Tu es magnifique », dit Madame Marthe, debout à la porte de la salle de bain, les yeux brillants d'un mélange de fierté et d'inquiétude. Hélène força un sourire, ajustant nerveusement le collier simple qui complétait sa tenue. Elle n'avait pas dit toute la vérité à sa mère sur la fête, seulement qu'elle avait été invitée par un camarade de classe qui travaillait à la Fondation Aube Nouvelle. Techniquement, ce n'était pas un mensonge, mais elle avait omis le véritable but de la soirée, le plan risqué qu'elle, Raphaël et Léo avaient élaboré au cours des dernières 48 heures par message crypté. « Merci, maman. » Creuse, répondit-elle, en essayant de paraître décontractée. « Je ne rentrerai pas trop tard. » Madame Marthe s'approcha, ajustant une mèche de cheveux de sa fille. Et il y avait quelque chose dans ses yeux, une sagesse silencieuse, qui fit se demander à Hélène si sa mère ne se doutait pas de quelque chose. « Fais attention, ma fille, » dit-elle simplement. « Souviens-toi de ta promesse. » Hélène déglutit difficilement, acquiesçant. La promesse de ne pas prendre de risques inutiles, d'arrêter si les choses devenaient trop dangereuses. Une promesse qu'elle n'était pas sûre de pouvoir tenir. « Tout ira bien », assura-t-elle en serrant sa mère fort dans ses bras, comme si elle pouvait absorber un peu de son courage, de sa force. Et promis. Quand le taxi arriva, un luxe que Léo avait insisté pour payer, Hélène sentit son cœur s'accélérer. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le plan était en marche. À l'hôtel particulier des Lefebvre, les préparatifs de la fête de bienfaisance touchaient à leur fin. Des serveurs en tenue impeccable circulaient avec des plateaux de champagne, des arrangements de fleurs exotiques décoraient chaque surface disponible, et un petit orchestre accordait ses instruments dans le salon principal. C'était une démonstration d'opulence qui donnait la nausée à Raphaël. Du haut de l'escalier principal, dans son fauteuil roulant, il observait le mouvement avec un mélange de mépris et d'anxiété. Son père avait insisté pour qu'il participe à la fête. Il est important de montrer tes progrès, de donner de l'espoir aux autres, avait-il dit, comme si Raphaël était un produit à exhiber, une publicité ambulante pour la fondation et son prétendu travail philanthropique. Vêtu d'un costume sur mesure qui dissimulait la maigreur de son corps, Raphaël semblait être l'héritier parfait, le garçon miracle qui avait surmonté toutes les adversités. Personne n'aurait pu soupçonner que sous cette façade polie et résignée bouillait une révolte qui menaçait de déborder à tout moment. Tout est prêt. La voix vint de derrière lui, presque inaudible. Raphaël n'eut pas besoin de se retourner pour savoir que c'était Léo, le jeune technicien informatique, engagé pour s'assurer que les systèmes multimédia fonctionnent parfaitement pendant l'événement, était devenu un allié inattendu mais crucial, presque, répondit Raphaël sur le même ton bas. Hélène? En route. Elle arrive dans 15 minutes. Raphaël acquiesça imperceptiblement. Et le reste? Ah, préparé.
Dès que je reçois le signal, j'active le programme. Il contournera la sécurité du serveur principal pendant exactement 7 minutes. C'est assez de temps pour que vous deux puissiez accéder aux fichiers centraux de PX02. Ah, et après? Il y eut une pause tendue avant que Léo ne réponde. Après, Raphaël, tout dépend de vous. De votre choix. Raphaël ferma les yeux un instant, sentant le poids de la responsabilité sur ses épaules. Il ne s'agissait pas seulement d'exposer la vérité, il s'agissait de justice, de donner une voix à tous les enfants réduits au silence par le projet de son père. Mais il s'agissait aussi de sa propre vie, de ce qu'il en resterait une fois la poussière retombée. « Je ferai ce qu'il faut », dit-il finalement en ouvrant les yeux. « Pour Daniel, pour eux tous. » Léo ne répondit pas, mais Raphaël put sentir l'intensité de sa gratitude, de sa détermination. Le technicien s'éloigna discrètement, se mêlant à nouveau aux employés qui finalisaient les préparatifs de la fête. Les premiers invités commencèrent à arriver ponctuellement à 19 heures. Des cadres importants, des politiciens, des célébrités, tous impatients d'être vus soutenant la noble cause de la Fondation Aube Nouvelle. Richard Lefebvre les accueillait à l'entrée, l'hôte parfait, avec son sourire étudié et ses poignées de main fermes. Raphaël resta en haut de l'escalier quelques minutes de plus, observant le flot croissant de personnes, avant de manœuvrer son fauteuil vers l'ascenseur qui le mènerait au rez-de-chaussée. Son cœur battait fort contre ses côtes, un mélange de peur et d'anticipation. Quand Hélène arriva enfin à 19h45, la fête battait déjà son plein. Elle montra l'invitation à l'entrée, un document parfaitement falsifié par Léo, et passa devant les gardes sans éveiller de soupçons. À l'intérieur, l'opulence du lieu la frappa comme une vague. Elle n'avait jamais été dans un tel environnement, si éloignée de la réalité qu'elle connaissait. Les lumières, la musique, les vêtements chers, les bijoux étincelants, tout semblait sorti d'un autre monde. Un monde où les gens comme elle ne seraient jamais vraiment les bienvenus. Suivant le plan, elle se dirigea nonchalamment vers le bar, demandant un jus d'orange, tandis que ses yeux balayaient le salon à la recherche de Raphaël. Elle le trouva presque immédiatement, entouré d'un petit groupe d'adultes qui semblaient fascinés par chaque mot qu'il prononçait. Même à distance, Hélène pouvait voir la fausseté du sourire sur son visage, la tension dans ses épaules. Leurs regards se croisèrent un bref instant à travers le salon. Une reconnaissance silencieuse, une promesse muette. Tout se passerait comme prévu. Hélène vérifia sa montre. 19h55, 5 minutes avant le signal de Léo. En attendant, elle observa Richard Lefebvre circuler dans le salon comme un roi dans son domaine. Grand, impeccablement vêtu, avec ce sourire qui n'atteignait pas les yeux, maintenant elle comprenait le malaise qu'elle avait toujours ressenti en voyant ces rares photos dans les journaux. C'était le sourire de quelqu'un qui cachait de terribles secrets. À 20 heures pile, les lumières clignotèrent brièvement, si brièvement que la plupart des invités ne le remarquèrent même pas, supposant qu'il s'agissait juste d'une fluctuation normale de courant. Mais Hélène savait ce que cela signifiait. C'était le signal. Lentement, nonchalamment, elle commença à se déplacer vers le couloir latéral qui menait à l'aile administrative de la demeure. Raphaël, de l'autre côté du salon, s'excusa poliment du groupe qui l'entourait et manœuvra son fauteuil dans la même direction. Ils se retrouvèrent dans le couloir sombre, loin des regards curieux de la fête. Pour la première fois depuis des jours, ils étaient à nouveau face à face. « Tu es vraiment venu » et chuchota Raphaël, et il y avait tant de soulagement dans sa voix qu'Hélène sentit un pincement au cœur. « Je l'avais promis, non ?» répondit-elle en essayant de sourire malgré sa nervosité. Pendant un instant, ils restèrent là à se regarder, à s'imprégner de la présence de l'autre. Puis Raphaël secoua légèrement la tête, comme s'il sortait d'une transe. « Nous avons 7 minutes. » dit-il en reprenant une expression sérieuse. « Suis-moi. » Il guida Hélène à travers un labyrinthe de couloirs, jusqu'à une porte discrète au bout d'un couloir particulièrement long. Il passa sa carte magnétique sur le capteur, et la porte s'ouvrit silencieusement, révélant un bureau spacieux et élégant. Le bureau personnel de Richard Lefebvre. Le serveur principal est derrière cette bibliothèque, expliqua Raphaël en se dirigeant rapidement vers une étagère de livres qui occupait tout le mur du fond. Cléo a temporairement désactivé les caméras et l'alarme, mais la porte nécessite encore une authentification biométrique. Kassem, comment allons-nous passer? Raphaël sourit pour la première fois sans amertume. L'avantage d'être le fils du propriétaire, c'est que ton ADN sert de passe-partout. Il pressa son pouce contre un petit panneau caché entre les livres
et l'étagère glissa sur le côté, révélant une pièce plus petite, remplie d'équipements de dernière génération. Au centre, un terminal d'ordinateur attendait, l'écran déjà allumé affichant une interface de connexion. « C'est ici que toutes les informations de la Fondation sont stockées », expliqua Raphaël en tapant rapidement. « Y compris les fichiers complets du projet X. » Hélène observait fascinée, tandis que Raphaël naviguait à travers une série de dossiers cryptés à une vitesse impressionnante. Ses doigts volèrent sur le clavier, comme si le fauteuil roulant avait en quelque sorte canalisé toute son énergie dans ses mains. « Ici, » dit-il finalement, en ouvrant un fichier massif intitulé PX02, rapport final. « Tout ce dont nous avons besoin est dans ce document. » Hélène se pencha sur l'ordinateur, lisant par-dessus l'épaule de Raphaël. Le fichier contenait des détails choquants sur le projet, des listes d'enfants, des descriptions de procédures, des résultats de tests, des registres d'effets secondaires. Chaque page était plus troublante que la précédente. Et puis une section intitulée « Atténuation des risques » attira son attention. Elle commença à lire à voix haute « KR17, Joseph Leroy. Comptable senior a découvert des divergences dans les registres financiers, a accédé à des fichiers confidentiels de PX02, a tenté de contacter les autorités. Procédure de confinement standard appliquée, le 17-05-2018. Statut, résolu. » Hélène eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Procédure de confinement standard. Une manière froide et clinique de dire que son grand-père avait été assassiné. « Hélène, » commença Raphaël, mais elle l'interrompit. « Continue de chercher, » dit-elle d'une voix qui ne semblait pas la sienne. « Nous avons besoin de tout, de chaque détail, de chaque nom. » Raphaël acquiesça, comprenant sa détermination. Il continua à naviguer dans les fichiers, les copiant sur la clé USB que Léo avait fournie. C'est alors qu'ils trouvèrent le dossier sur Daniel Oliveira, le frère de Léo. Sujet D09, 7 ans. Réaction indésirable sévère au traitement. Arrêt cardio-respiratoire pendant la procédure. Cause officielle enregistrée. Réaction allergique à un antibiotique. Et puis le dossier sur Raphaël lui-même. Sujet R01, fils du fondateur, 10 ans. Réponse exceptionnellement positive au traitement cognitif avancé. Effet secondaire. Lésion de la moelle épinière entraînant une paralysie des membres inférieurs. Mémoire de la procédure supprimée par thérapie pharmacologique. Accident de voiture simulé comme couverture. Statut. Succès avec réserve. Observation continue recommandée en raison de flashbacks récurrents. Hélène eut la nausée en lisant cela. La froideur clinique avec laquelle il décrivait la souffrance d'un enfant de leur propre fils était presque insupportable. 5 minutes, prévint Raphaël en vérifiant l'heure. J'ai presque fini de tout copier. Hélène continua de lire, les yeux fixés sur l'écran tandis que les pages défilaient rapidement. Un nom en particulier la fit s'arrêter. Raphaël regarde ça. Dr. Xavier Lambert, directeur du projet X. Objection éthique croissante après l'incident avec le sujet D09, a menacé d'exposer le programme. Procédure de confinement appliquée le 10-06-2018. Statut, résolu. Même le scientifique en chef a été réduit au silence. Murmura Raphaël, horrifié. Personne n'était à l'abri. La clé USB émit un bip doux, indiquant que le transfert de données s'était terminé. Raphaël la retira soigneusement et la tendit à Hélène. « Garde ça comme ta vie, » lui dit-il, ses yeux intenses fixés sur les siens. « Ça a été une seule fameuse. C'est la seule preuve concrète que nous ayons. » Hélène rangea l'appareil dans la petite poche intérieure de sa robe, contre sa poitrine. « Et maintenant ?»« Maintenant ?» que répondit Raphaël, une lueur déterminée dans le regard. « Nous passons à la deuxième partie du plan. » Ils quittèrent la salle du serveur, refermant soigneusement la fausse bibliothèque derrière eux, et retournèrent dans le couloir. L'horloge indiquait 20h06. Il restait encore 1 minute avant que les systèmes de sécurité ne reviennent à la normale. « Tu te souviens de ce que nous avons convenu ?» demanda Raphaël alors qu'il retournait vers le salon principal. Hélène acquiesça. La deuxième partie du plan était encore plus risquée que la première. Elle consistait à exposer publiquement, pendant la fête même, certains des documents qu'ils venaient d'obtenir. Pas tous, bien sûr. La plupart seraient remis directement aux autorités par des canaux sécurisés que Léo avait établis, mais suffisamment pour s'assurer que l'histoire devienne publique, qu'elle ne puisse pas être étouffée. « Léo est prêt ?» demanda-t-elle, sentant son cœur s'accélérer. « Oui,
Dès que nous donnerons le signal, il prendra le contrôle du système multimédia du salon. Nous aurons exactement 90 secondes avant que la sécurité ne parvienne à le couper. Hélène prit une profonde inspiration, essayant de calmer ses nerfs. 90 secondes pour tout changer. Quand ils retournèrent dans le salon, la fête battait son plein. Richard Lefebvre était au centre du salon, prêt à prononcer son discours annuel, célébrant les incroyables avancées de la Fondation Aube Nouvelle dans le domaine de la santé infantile. L'ironie était presque douloureuse. Raphaël positionna son fauteuil stratégiquement près de la scène improvisée. Hélène resta quelques mètres en arrière, essayant de paraître juste une autre invitée, admirant le puissant homme d'affaires. Pendant ce temps, Léo, presque invisible dans son uniforme de technicien, vérifiait une dernière fois les équipements son et vidéo. Richard Lefebvre monta sur la petite scène, souriant largement à la foule d'admirateurs. L'orchestre cessa de jouer, et les conversations diminuèrent progressivement jusqu'à ce que le silence s'installe dans le salon. Amis, collègues, sympathisants. Commença-t-il, sa voix puissante remplissant l'espace. C'est avec une immense gratitude que je vous accueille ici ce soir pour célébrer une autre année de réalisation de la Fondation Aube Nouvelle. Hélène observait l'homme avec un mélange de répulsion et de fascination. Comment quelqu'un pouvait-il mentir avec autant de naturel, avec autant de charme? Comment pouvait-il parler d'aider les enfants alors qu'il avait détruit tant de vies? Notre mission a toujours été claire, continua Richard. Offrir aux enfants moins fortunés la chance d'un avenir meilleur. Car grâce à votre soutien généreux, nous avons réalisé des progrès remarquables sur cette voie. Alors que le discours se poursuivait, Hélène remarqua que Raphaël avait positionné son fauteuil encore plus près de la scène. Leurs yeux se croisèrent brièvement à travers le salon, et il fit un petit signe de tête. C'était le moment. Hélène sortit discrètement son téléphone de sa poche et envoya un seul mot au numéro que Léo avait fourni. Maintenant. Quelques secondes plus tard, les lumières du salon clignotèrent, et le grand écran derrière Richard, qui affichait le logo de la Fondation, changea soudainement. À sa place apparurent des documents, les mêmes qu'elle et Raphaël venaient de consulter. Des rapports du projet X, des registres de procédures de confinement, des listes d'enfants utilisés comme cobayes. Un murmure de confusion parcourut le salon. Richard Lefebvre interrompit son discours, se retournant pour voir ce qui avait capté l'attention de tous. Quand ses yeux se posèrent sur l'écran, son visage pâlit visiblement. « Il semble qu'il y ait un problème technique », tenta-t-il de dire, mais sa voix était tremblante, perdant la confiance qu'il avait affichée quelques instants plus tôt. C'est à ce moment que Raphaël avança avec son fauteuil jusqu'à l'avant de la scène. Tous les regards se tournèrent vers lui, le fils, le garçon miracle. « Ce n'est pas un problème technique, père, » dit-il, sa voix claire et ferme malgré le tremblement de ses mains. « C'est la vérité et les registres de tes crimes. » Le silence qui suivit fut absolu. Personne ne respirait, personne ne bougeait. C'était comme si le temps s'était figé dans ce salon luxueux. « Raphaël » siffla Richard en descendant rapidement de la scène pour s'approcher de son fils. « Qu'est-ce que tu crois que tu fais ?»« Ce qui aurait dû être fait il y a des années, » répondit Raphaël, sa voix gagnant en force. « Raconter la vérité sur le projet X, sur ce que tu m'as fait, sur ce que tu as fait à tous ces autres enfants. » Les yeux de Richard s'écarquillèrent de panique. Il regarda autour de lui, remarquant les expressions choquées des invités, certains pointant déjà du doigt l'écran, où des documents incriminants continuaient d'être affichés. « Mon fils, tu ne sais pas ce que tu dis, » tenta-t-il, baissant la voix pour un murmure menaçant. « Ce nouveau médicament affecte ton esprit. Sortons d'ici, parlons en privé. » Mais Raphaël ne bougea pas. « Il n'y a plus de vie privée, père. Il n'y a plus de secret. C'est fini. » C'est à ce moment qu'Hélène fit un pas en avant, s'arrêtant à côté du fauteuil de Raphaël. Richard la reconnut instantanément, ses yeux se plissant de colère. « Toi, » siffla-t-il, la fille de l'autre côté du mur. « Je m'appelle Hélène Leroy, » dit-elle, sa voix tremblant à peine. « Mon grand-père était Joseph Leroy, l'une de tes procédures de confinement. » Richard pâlit encore plus. Son regard passait d'Hélène à Raphaël, à l'écran, aux invités qui commençaient à murmurer plus fort, certains sortant déjà leur téléphone pour enregistrer le moment. « Sécurité !» cria-t-il finalement, perdant complètement son sang-froid. « Sortez cette fille d'ici !» Deux hommes costauds commencèrent à se diriger vers Hélène, mais furent interrompus par une voix amplifiée,
par le système de sonorisation. « Je ne ferais pas ça si j'étais vous, monsieur Lefebvre. » Léo avait pris le micro abandonné sur la scène. À ses côtés, plusieurs personnes portant des t-shirts avec le logo de la police nationale entrèrent dans le salon. « Tous les fichiers du projet X ont déjà été envoyés aux autorités, » continua Léo, son visage habituellement calme maintenant animé par une émotion intense. « À la presse, aux organisations de défense des droits de l'homme. Il n'y a plus moyen d'étouffer l'affaire. » Le chaos s'installa dans le salon. Les invités couraient vers les sorties. Les gardes restaient paralysés sans savoir quoi faire. Les journalistes qui couvraient l'événement sortaient frénétiquement leur équipement, sentant la grande histoire se dérouler sous leurs yeux. Au milieu de la confusion, Richard Lefebvre fixa son fils une dernière fois, un mélange complexe d'émotions dans son regard, colère, peur et peut-être, juste peut-être, une lueur de honte. « Tu ne comprends pas ce que tu as fait, » dit-il à voix basse. « Tout ce que j'ai construit, tout était pour toi. » Raphaël soutint le regard de son père sans vaciller. « Non, père, tout était pour toi. Ça a toujours été le cas. » Quand les agents de police arrivèrent enfin jusqu'à Richard Lefebvre, il ne résista pas. Il se laissa emmener en silence, son masque de pouvoir et de contrôle complètement brisé. Hélène, Raphaël et Léo observèrent le salon se vider progressivement, ne laissant derrière lui que les vestiges de la fête interrompue, des coupes à moitié vides, des serviettes abandonnées, des arrangements floraux encore parfaits, témoins silencieux d'une chute monumentale. « C'est vraiment fini ?» demanda Hélène, sa voix petite dans le grand salon maintenant presque vide. « Le début de la fin » répondit Léo, un sourire fatigué sur les lèvres. « Il y aura des enquêtes, des procès, d'autres révélations. Mais oui, la vérité a éclaté. Elle ne peut plus être enterrée. » Raphaël restait silencieux, le regard fixé sur la porte par laquelle son père était sorti, escorté par les policiers. Le garçon qui avait toujours semblé si fragile, si perdu, affichait maintenant une force intérieure qui transformait complètement son visage. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda Hélène en touchant doucement l'épaule de Raphaël. Il leva les yeux vers elle, et pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés, il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux. Quelque chose qui ressemblait à la paix. « Maintenant, » dit-il doucement, « nous commençons à guérir, à reconstruire, à vivre vraiment. » 3 mois s'étaient écoulés depuis la nuit, qui fut connue dans la presse comme « le scandale du projet X ». Les gros titres initialement, sensationnalistes, avaient laissé place à des reportages d'investigation sérieux, qui révélaient de plus en plus de détails sur le système criminel opéré par la Fondation Aube Nouvelle. Richard Lefebvre et d'autres cadres de la Fondation attendaient à leur procès, accusés de multiples crimes allant de l'expérimentation illégale sur des êtres humains à l'homicide. L'empire qu'il avait construit s'effondrait jour après jour, tandis que de nouvelles victimes se manifestaient pour raconter leur histoire. Dans le petit appartement de la Cité des Fleurs, Hélène étudiait intensément pour les examens finaux de sa dernière année de lycée. Depuis le scandale, sa vie avait changé d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. La mort de son grand-père avait été officiellement reconnue comme un homicide, et la famille recevait maintenant une indemnisation qui, bien qu'elle ne puisse pas ramener Joseph, garantissait au moins que Madame Marthe n'ait plus à travailler au-delà de ses forces. Le vieil enregistreur reposait maintenant sur une petite étagère, à côté d'une photo en noir et blanc de son grand-père. Sa mission avait été accomplie. La vérité qu'il avait tenté de révéler avait enfin éclaté. Le téléphone d'Hélène vibra avec un message. « On est en bas, prête à y aller ?» Elle sourit, rangeant ses livres dans son sac à dos. Elle descendit les escaliers en courant, trouvant Raphaël et Léo qui attendaient sur le trottoir, le premier dans son fauteuil roulant, maintenant personnalisé avec des autocollants de groupe qu'il avait découvert aimés. Le second nonchalamment appuyé contre la voiture adaptée qu'ils avaient achetée avec une partie des fonds récupérés de la Fondation. Depuis le scandale, les trois étaient devenus inséparables. Une amitié forgée dans le feu de l'adversité, unie par une expérience que peu de gens pourraient comprendre. Raphaël avait subi des changements profonds, libéré de la manipulation de son père, libéré des médicaments qui étaient censés le protéger. De ses souvenirs, il réapprenait à être simplement un adolescent normal. Sa moelle épinière endommagée signifiait qu'il ne marcherait probablement plus jamais, mais il avait fait la paix avec ça. Certaines batailles ne se gagnent pas en courant, disait-il souvent, citant un message qu'Hélène lui avait laissé un jour.
Quant à Léo, il avait trouvé une sorte de paix en voyant la justice rendue à son frère Daniel. La colère qu'il avait consumée pendant des années se transformait progressivement en un but. Il utilisait ses compétences techniques pour aider à identifier d'autres victimes du projet, créant un réseau de soutien pour les survivants. « Où allons-nous aujourd'hui » demanda Hélène en montant dans la voiture. « J'ai pensé qu'on pourrait aller au parc » suggéra Raphaël, tandis que Léo l'aidait à monter dans le véhicule. « Il y a une fête de la science là-bas. On trouvera peut-être l'inspiration pour notre projet. » Les trois avaient décidé d'utiliser une partie de l'argent récupéré pour créer une fondation légitime, une qui aiderait vraiment les enfants, qui favoriserait l'éducation et les opportunités sans exploitation ni abus. C'était une façon de transformer la douleur en quelque chose de positif, de s'assurer que la souffrance de tant de victimes n'avait pas été vaine. Tandis que la voiture avançait dans les rues de la ville, Hélène regarda par la fenêtre, observant les gens qui passaient, chacun avec sa propre histoire, ses propres luttes. Elle pensa à la façon dont nous sommes tous, d'une certaine manière, séparés par des murs invisibles, des murs de classe, de préjugés, de peur, et comment parfois tout ce dont nous avons besoin, c'est de quelqu'un prêt à regarder à travers les fissures de ces murs, à voir au-delà des apparences. Raphaël prit sa main, la serrant doucement. Il n'avait pas besoin de mots. Il y avait entre eux une compréhension qui transcendait le langage commun, un lien formé au moment exact où leurs regards s'étaient croisés pour la première fois à travers ce mur fissuré qui séparait leur monde. Maintenant, il n'y avait plus de mur. Seulement des ponts en construction, jour après jour, avec la patience et la détermination de ceux qui savent que le chemin de la guérison n'est jamais droit ou facile, mais qu'il est, sans aucun doute, le seul qui vaille la peine d'être suivi. Et tandis que le soleil de Paris brillait sur eux, Hélène sut, avec une certitude qui lui réchauffait le cœur, que son grand-père serait fier, que où qu'il soit. Joseph souriait en voyant que sa petite-fille avait non seulement trouvé la vérité qu'il avait tenté de protéger, mais avait aussi trouvé quelque chose de tout aussi précieux dans le processus, sa propre voix, sa propre force. Et de vrais amis pour marcher à ses côtés, peu importe la difficulté du voyage.